you say hello to all the people on Facebook and Instagram. And that's my spot. Okay. Oh, that's for my ass. Okay. Les fesses, on dit, hein. Ok, donc Jean-Claude, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Donc, on va faire une histoire rapide, mais en gros, on la connaît tous. On connaît l'historique, on connaît le succès, on connaît la carrière. Et en fait, on est capable tous de féliciter ça. Tu veux chien? Ouais, mais Patrick, maintenant, ça c'est toi. Pas par là, non? Ouais, viens t'asseoir dans la salle. Par là. Une petite chienne, une chihuahua, j'ai beaucoup de petits chiens. Elle a été récupérée dans un Starbucks. Puis dans l'eau, elle a été comme là. Ouais, c'est une belle histoire, l'histoire de... That's Lolita. Ça c'est Lola. Voilà. Et Lola, it's the first time you're on stage. Now you're a movie star dog, yeah? And that's my friends, French people, and maybe some people from Belgium and around the world, yeah? C'est chouette. Là, c'est hello to everybody. Cool. Okay. We're gonna put Lala on Patrick, non, parce qu'elle va pleurer. Wow. C'est ok, tu peux descendre par là, Patrick. Fantastique. Et voilà. Les présentations sont faites. Voilà. Merci. Donc voilà, j'étais en train de dire, on parle de la carrière, mais on la connaît la carrière. Avec le recul, on est capable de savoir qu'effectivement vous êtes devenu une star internationale. Mais avant ça, et à un moment donné, il y avait un gamin en Belgique, pas forcément sûr de lui, hypersensible, amateur de bande dessinée, de danse. Comment ce gamin-là, comment il a fait pour devenir la star internationale, alors qu'il était visiblement pas vraiment équipé pour ça? Voilà. En général, les gens qui sont... Ah, super. Hello, comment ça va? En général, les gens qui ne sont pas trop bons deviennent très bons. C'est-à-dire que les gens qui ont des avantages physiques sur beaucoup de choses, par exemple le sport, ils sont un peu fainéants pour la performance. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà avancés? Non, c'est pas ça, mais ils savent déjà qu'ils ont une certaine force, donc une certaine confiance et une confidence en eux-mêmes, donc ce qui est normal. Et pour eux, l'effort n'est pas trop difficile comparé à des gens qui n'ont pas ces choses. Donc ils ont déjà un effort à faire. Donc ils combattent un effort qui existe, qui doivent déjà combattre quelque chose. Je mets les choses doucement, qui doivent combattre quelque chose pour arriver à quelque chose. D'accord. Donc on ne fait de rien tout, dans un sens. Ouais, j'ai compris. On fait de rien tout. Il fait chaud ici, hein? Ouais, il fait chaud. Et j'aurais pas mis, j'ai mis de la crème pour ma peau. Ça commence à couler. Pas le droit. Beaucoup d'émotions, hein? Merci. Alors les questions que tu me demandes, elles sont chouettes, mais d'abord, comment ça a commencé? J'avais quoi? J'avais déjà la naissance, c'était pas facile, j'étais mort. C'est-à-dire que le cordon ombilical de ma mère m'avait étranglé. Ouais. Et j'étais vraiment noir-bleu. Il y a mon père qui m'a pris et qui a tourné donc le dos à ma mère. Et, ah non, là, tu n'as pas commencé, hein? Et donc il y a mon père qui a tourné le dos à ma mère et le docteur a été dire soit ça passe ou ça passe pas. Et ils m'ont donné une piqûre d'adrénaline. Et là, l'enfant s'est réveillé, le petit Jean-Claude Van Rambert. Donc ça a passé. Déjà, il y avait un combat à la naissance. Et alors, donc, j'ai grandi dans une famille normale. Je dirais pas pauvre, mais pas riche non plus. Lola, stop. Lola. Et voilà, donc...
Comment est-ce que je commençais L'Anita, Sweden, je suis très émotionné d'abord. Il y a longtemps que j'ai pas fait ce genre de speech, event. La dernière fois c'était en Australie. Et puis il y a ce petit problème de français. J'ai toujours parce qu'on m'a quand même à la TV quand je suis arrivé des États-Unis. Non, c'était du Brésil. J'étais en Amérique pendant quelques années. Et puis j'arrive en France avec le show Ardisson, que j'adore d'ailleurs. Et directement, c'était de l'aéroport chez Ardisson. Et là, c'était. Ça m'a donné un. Donc, encore maintenant, j'ai 60 ans. Et j'ai toujours parfois un peu un manque de confiance, ce qui est normal. Mais c'est génial de savoir ça. C'est génial. C'est génial de savoir ça. Donc c'est normal, ça va être aussi de la peur, quoi. On en a parlé tout le week-end. En fait, la peur, ça fait partie du job, ça fait partie du game. Ah oui, je crie, il faut de la peur pour faire une certaine performance. C'est comme des gars comme Jacques Brel ou des gars comme Mohamed Ali. Avant un combat, le gars allait se cacher dans la toilette pour se faire une petite diarrhée. Ou alors il y avait des gars comme Brel qui n'étaient pas bien, qui gerbaient, comme on dit en français. Ok, gerbaient. Ils avaient toujours peur de mal faire. Je ne vais pas être grossier, mais je parle le mieux que je peux. Toujours. Et cette chose est bonne parce qu'elle amène la performance sur un niveau assez élevé. Donc c'est bien d'avoir, pas un manque de confiance, mais le trac de ne pas savoir faire le mieux qu'on peut, de ne pas savoir satisfaire l'audience. Ouais. Et ça, c'est dû à une sensibilité et un amour pour l'audience, je crois. Hein. Donc il faut aimer les gens pour savoir faire des très bonnes performances. Si tu n'aimes pas les gens, ben, il n'y aura pas ce genre de choses qui peut se passer. C'est mieux que tu restes à la maison et que tu lis un journal. C'est super intéressant pour nous de savoir ça. Parce qu'ils ont tous la croyance qu'en fait, il faut être sûr de soi pour arriver. En fait, pas forcément. On peut être des trouilles. On peut transpirer, moi j'ai peur aussi, moi je suis un conseiller aussi. À propos de transpiration, est-ce que c'est pas m'amener un petit essuie mouillé où je peux me tamponner le visage, parce que ça coule comme le Niagara là. On va trouver ça. Donc, alors j'ai commencé, donc j'avais à peu près, ça a commencé très jeune. Quand j'étais jeune, j'avais un petit problème avec, quand je parlais, parfois je stutterais, bégayer, t'imagines. Et alors, à l'école, je n'étais pas le gars le plus doué. J'étais le mec, j'étais very skinny. Si je ne m'entends pas d'ailleurs pendant 2-3 mois, je fonds directement. Quand je fais un film, je suis à 82 kilos, c'est ça. Et là, je suis peut-être à 73, comme on dit en français. D'accord. Donc, et c'est bien d'ailleurs, entre les films d'ailleurs, ce que je fais, je m'entraîne beaucoup de cardio, c'est important pour les gens de savoir, parce que si je prends trop de masse musculaire, entre les films, ça pèse sur le corps. Et alors, avec les années d'entraînement, les coups de pied, les genoux, le dos, on a des petits bobos. Hein. Donc, on n'est toujours pas en forme. Donc, avec les années, le corps s'abîme, ce qui est normal. Mais enfin, on peut aussi parler de ça plus tard, des questions pour nutrition, entraînement, ce qui est mieux à faire et tout. En tout cas, le corps, c'est important. De toute façon, on en parlera. Oui, parce que quand j'étais jeune, et on le dira plus tard, mais j'étais dans l'ancienne école, c'est-à-dire au plus lourd du travail, au mieux ça vaut. Alors que c'est pas vrai, parce que pour l'entraînement, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une bonne position d'abord, parce que les gens en général se tiennent soit de travers, ou ils sont trop cambrés, et aussi, ils sont un peu voûtés. Alors je donne un exemple très simple, je transmets beaucoup à l'écran, ça se voit? Ça coule? Non? Mais ça arrive. C'est là? Ah, ouais. Attendez. Ça m'emmerde.
Un homme, quoi. Très bien, ça va très bien. Alors, j'ai un truc très simple. Pour les gens qui marchent dans la rue, tiens mon micro, les gens ils sont un peu. Ce qu'il faut faire pour être droit, c'est important à la marche. Hein, si vous avez des enfants, il faut déjà les observer à l'avance. Mais je donne un truc pour tout le monde. On dit tiens-toi droit, hein, et les gens font ça. Et en vérité, c'est pas tellement sympa, surtout pour les gonzesses. On va croire qu'ils friment et tout ça, et puis c'est ridicule. Ce qu'il veut simplement faire pour ouvrir une cage thoracique et pour aider le cœur sur un an, donc il va se libérer, il aura moins d'efforts à battre. Tout ce qu'il faut faire, c'est tourner, comme ça, tourner d'un côté, et voilà, c'est fini, tu bloques Les coudes à l'intérieur. Ouais, coudes à l'intérieur, tu sais plus fermer. Donc essayez parfois, je sais pas, tous les jours 5 minutes, vous marchez et tu tournes tu tournes l'épaule et tu marches comme ça et c'est impossible de fermer la cage thoracique. Quand ils sont comme ça et on fait ça, c'est pas vraiment. Mais c'est ça, hein, c'est un, deux. Bon, ça c'est un tips. Et alors aussi, ce qu'il faut faire, les gens qui sont tombés, il faut. Ah, c'est chouette. Les gens qui vont tomber, il faut tilter le corps. Donc tilter les hanches vers l'avant, et puis redresser le cou. Et alors, les mains comme ça, et quand tu vois les gens, il y a toujours une first impression, une première impression. Et quand tu rencontres quelqu'un et que tu es dans une bonne position, et tu viens, tu fais, ça va, enchanté. Et c'est la première fois que les gens vous voient, il y a déjà une impression. Donc c'est pas faut que j'essaie d'écouter. Tu tournes comme ça, essaie de fermer ta cage thoracique. Moi je peux pas. Tu peux pas, donc relax, hein, comme ça, c'est ça. Et là, c'est parfait, le dos est droit. Mais toi, tu as déjà un très bon maintien et tu t'entraînes, je vois. Bah ouais. Voilà. Donc, ça c'est quoi un tips. Je m'en fais parce que je me rappelle que quand j'étais gamin, j'avais un acteur que j'adorais. Il faisait le grand écart entre deux camions. Enfin, c'était un mec qui m'a beaucoup inspiré sur le corps. J'avais un père qui était professeur d'arts martiaux. Il me disait, regarde ce mec-là et ferme ta gueule. Voilà. Alors, c'était mon papa avant. J'aimais bien Perrette, ça m'a touché. Elle a commencé. Oui, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est ça qui est dingue. Alors, ce qui s'est passé quand. So, I want to say some in English, but French and English is Okay. No, Everybody speak English? it's international. Yeah, on dira en français, en anglais. Because the show is international, it can go around the world, right? It's good for your Yes, business. thank you very much. Et donc, quand j'avais commencé donc, le sport, j'avais quoi? J'avais 9 ans, 10 ans, et mon père m'a amené aux arts martiaux. And I start with karate, Shotokan. Hein? Et à l'époque, il n'y avait pas karaté pour enfants. Il n'y avait pas des écoles pour enfants, c'était directement des ados et des mecs de 17, 18 ans, 19 ans. Et c'était des gars de la rue, c'était pas le tennis où tu sais, il fallait payer membership et tout ça. Donc pour $100, tu avais un membership de 12 mois avec kimono et ceinture inclus. Donc c'était rentable. Voilà. Et mon père, ouais, il a été dire que c'était le meilleur investissement de sa vie. $100, les mecs. Donc il avait un magasin de fleurs. D'abord ma mère elle est mariée. Mon père, évidemment, mon père était prêtre. Donc, maman venait elle avait été mariée par mon père. Et mon père était le fils d'une personne qui travaillait pour une banque. D'accord. Hein, la BBL, Banque Bruxelles-Lambert. Donc c'était pas un banquier, c'était un employé de banque, un mec très correct, très droit, donc toujours il faut faire les choses bien. Et ma maman travaillait dans une usine.
de corset. Donc pas lingerie à l'époque, c'était qui s'appelait Félina. Voilà. Et ils se sont rencontrés à une surprise partie. Et mon père et ma mère, ils avaient tous les deux 18 ans. Et alors il est parti à la guerre, enfin service militaire, pardon. Puis ils se sont mariés, et donc Jean-Claude Van est né. Voilà. Et puis ils ont travaillé ensemble dans un petit magasin à Richmond, où ils vendaient donc les corsets, Félina. Et c'était vraiment dans le centre de Bruxelles, mais il y a la rue, c'était la rue haute, c'est le bas de Bruxelles, il y a le haut de Bruxelles, le bas de Bruxelles. Donc j'ai grandi vraiment avec les gars de la rue. Quoi. Ouais. Okay. Et de là, ils ont loué une librairie en attendant de construire une petite maison pour faire un magasin de fleurs. Parce que le frère de mon père a été dire à mon père, tu sais, les fleurs, ça rapporte. Tu achètes une tête à 5 francs belges à l'époque, et tu vends la fleur à 20 francs belges. Donc il y a 15 francs de bénéfice. Donc, pendant que cette maison s'est construite, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais accès à toutes les bandes dessinées, que ce soit Tintin. Parce que la librairie, elle était vraiment équipée, il y avait tous les livres dedans. Avec quand t'as une librairie, tu vends les journaux. Hein. Ah, c'était vraiment. Il travaille dans la librairie, je pensais qu'il il a loué donc une librairie. Ah bon, il ne faut pas de. Non, mais j'essaie de suivre. J'ai 3 euros de faire. Est-ce que tout le monde me suit? Oui, c'est moi qui. Sinon, vous lisez des sous-titres. Mais donc, moi j'ai grandi vers l'âge de 8 ans, entre 8 et 9 ans, 10 ans, et j'ai vécu dans les bouquins. Donc j'étais. Parce qu'à l'école, donc j'étais pas tellement un mec qui était vraiment very welcome. I was not very welcome by school. In terms with my friends, I was the guy on the side, right? So I was living in my own world, dans mon propre monde. Et so when I came home, je faisais vite mes devoirs. I was doing my job for the next day, and right away, j'allais voir les bouquins. Et mon père me dit, fais attention quand tu les ouvres, ne les ouvre pas trop parce que je dois les vendre et il faut qu'ils soient vraiment impeccables. Ah oui, ils ont grandi franc par franc, tu vois, j'ai une famille qui était très. Voilà. Donc j'ai lu tous ces bouquins comme Spirou, Astérix, mais surtout Tintin. Car Tintin n'avait pas peur de voyager avec son chien dans le monde entier et je suis rentré dans une aventure de voyage et de confiance et les bandes dessinées m'ont beaucoup aidé. Parce que je suis parti dans ce monde. À l'époque, il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc il y avait toutes ces bandes dessinées qui m'ont énormément aidé. Et il y avait des bandes dessinées comme Rahan. Et alors il y avait Hakim et tous ces gens-là. Et moi, dans la glace, in the mirror, I saw like a toothpick. Alors, donc je devais voir les formes physiques, les mains, les avant-bras, les épaules, tout ça. Donc j'ai observé, I was observing all the anatomy of those cartoons, except for Tintin, who was a guy like me. So it was a nice balance, right? Tu te rappelles Tintin? Ah oui, c'est ça. C'était Raon. Il y a des perspectives, c'était génial, vraiment. Et alors, et après je suis passé au magasin de fleurs. Then I did go to the flower shop. I do French, français, and English for Facebook, so I do both. C'est bien comme ça parce qu'on fait un double. Et tu m'appelles finalement single. Mais je ne sais pas comment m'appeler, je vais à l'agent, je m'en fous, moi je suis ici, je suis vraiment bien en famille. Et alors, blague à part. Et alors donc, le magasin de fleurs, j'ai grandi avec mon père et il m'a emmené à une salle de karaté qui était tout près du magasin. Et il y a un prof qui s'appelle Claude Gus, qui m'a pris donc sur son aile et qui m'a introduit à la classe. Et moi j'étais comme ça avec tous les gars de cette grandeur. Pour moi c'était très très impressionnant. Comme ça. Mais il y a cru. Comme ça. Lui, il croyait lui. Claude, il a dit. Il y a quelque chose. Je reçois donc les semblables, il y a un gamin qui vient,
Il y a mon père qui dit, voilà, donc il a un petit problème, il est chétif. Mais mon père avait vu le film à l'époque avec David Carradine, Kung Fu. Ouais, à l'époque, les gens croyaient que, tu sais, le mec assez... Moi, je suis très mauvais, je ne sais pas chanter. Hein. Ah, c'est exactement ça. Ouais, mais il y a des gens, je suis sûr qu'ils savent bien chanter. Moi, c'est mon défaut. Mais je t'interromps pas trop là parce que. Non, vas-y, je suis passionné, c'est très bien. Ok, parce que je parle. C'est très bien. Peut-être qu'il veut passer un mot. T'es là pour parler, moi je suis là pour me taire. Ok, super. Mais encore 2 secondes, je vais m'embrasser. Vas-y. Pas de soucis. Tout va bien. Là, je kiffe à des niveaux. Que vous ne pouvez même pas imaginer. À l'intérieur de moi, c'est la foire du trône. Il y a un truc qui s'écrit. Voilà, je pense que ça va s'imprimer tout le long de ma vie. Voilà, ça ressemble un peu à la foire du trône, le grand vide. I made a mistake. I put some cream on my face. When I put cream and then I'm sweating and it's up, but it's good. It's still good. You're beautiful, de toute façon. Voilà. Et bon. Alors, donc j'ai commencé karaté, c'était 3 fois semaine. Et j'étais raide comme un piquet. Et donc j'ai commencé l'assouplissement. Et ça s'est bien passé. On a fait des arts martiaux, mais style un peu, je dirais, scientifique. Scientifique. C'est-à-dire que mon prof était un gars qui était un peu, pas bizarre, mais c'était un gars qui était assez dur avec ses élèves. Et on a tous une anatomie différente. Donc il faut adopter les arts martiaux à ton physique, à ton anatomie. C'est-à-dire que c'est un mec qui a des longues jambes et qui a des longueurs, du travail à distance. Si tu es un gars qui est court et qui est short on his legs, tu vas inside. Il faut donc adapter les arts martiaux à sa propre anatomie. You have to adapt martial art to your own anatomy, if not. And so you have to learn distance and everything. Et donc, moi, j'étais petit, donc j'étais forcé à faire beaucoup de stretching to be able to touch people on the face or on the body. Parce qu'ils étaient tous auteurs élevés. Ouais. Et moi, donc, j'avais envie de faire du sparring avec eux. Mais aussi, j'étais pas tellement à l'aise, j'avais peur parce que c'était des mecs qui étaient impressionnants, assez lourds. Et moi, tu sais, quand tu as 9-10 ans, comme des mecs de 17 ans, et ils poussaient un peu, sans savoir. Tu sais, tu touchais un gars de 10 ans, tu reçois un coup de pied, tu le sentais, tu vois. Et il y avait une salle de poids à terre qui était à côté, et j'ai commencé les poids à terre vers l'âge de 11-12 ans, grâce à Zendla ou à Rahan, tu dis en français? Rahan. Okay. Et donc j'ai commencé les poids à terre, un peu trop lourd, et je me suis un peu blessé. Et je pars. Et j'ai un peu partout là. Mais du coup, le prof de karaté qui travaille le stretching, c'est ça qui explique le... Nous, il y a ça, mais aussi on avait des mouvements très spéciaux. On avait à peu près 20 ans d'avance, point de vue entraînement. C'était un gars qui avait déjà 20 ans d'avance, point de vue les hanches, l'entraînement, élever le genou. C'était pas des coups de pied. À l'époque, c'était toujours le coup de pied qui s'appelait le maigiri, le coup de pied de face, et Oitsuki, Jakutsuki en japonais. Donc coup de poing avant, coup de poing arrière, mais c'était toujours avant-arrière. Et nous, on avait déjà, on travaillait sur le genou très haut, et c'était le genou qui se mettait devant le visage, et alors on frappait avec la jambe, droite, gauche, droite. C'est comme un armement. Tu vois, c'est comme un armement, donc ton genou est élevé, et tu mets le genou au milieu du corps, et puis tu fais ce que tu veux. Donc il fallait quand même des fessiers. Donc on travaillait beaucoup en slow motion, parce que le travail de slow motion au ralenti est très très important, et ça m'a beaucoup aidé. Au point même qu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais faire de la danse, du ballet classique. Ah ouais. Donc le mélange
du ballet classique qui est très très dur pour les hommes et les femmes, parce que la danse, il faut rester droit avec les hanches, il faut avoir cette allure naturelle, et lever la jambe avec les hanches droites et les laisser, c'est pas facile. Quand tu vois un Baryshnikov et tu vois ses fessiers, il y a des fesses de cheval, tu vois. Et les mecs puissants, dans le ring, ils ont des fessiers très épais. Bon. Soit. Donc les fesses, c'est important pour la danse, mais aussi pour le karaté, pour la force, enfin tout ça pour la danse. Alors j'ai mélangé la danse, le ballet classique, avec les arts martiaux et les poids haltères. Et c'est un peu de moins un Van Damme. Il y a un truc, c'est que tu démarres petit chez TIFF. Comment tu trouves, je sais pas, où elle est la motivation pour faire tout ça? Parce que ça a l'air dur, ils ont l'air durs ces entraînements. Tu prends des coups, tu as le sentiment que tu n'es pas équipé pour ça, en tout cas pas encore. Il faut que tu fasses des moyens avec ça. Il y avait des modèles dans ma vie, comme Bill Wallace, Joe Lewis, Bruce Lee. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on a des modèles. Là, vous m'aimez bien, et moi j'aimais bien les gens dont j'avais un goal, essayer d'être aussi bien que lui. Donc il ne faut pas être jaloux dans la vie, mais il faut être envieux pour pouvoir réussir. On va commencer les leçons. Donc être jaloux, c'est quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un, tandis que d'avoir envie d'être comme lui, c'est beaucoup mieux. Être jaloux, c'est comme tu roules en voiture à toute vitesse et tu regardes dans ton rétroviseur, si le mec va te rattraper, tu fais un accident. Ouais. Être envieux, tu veux gagner la course comme lui, mais ne regarde pas derrière ni derrière, fais le mieux que tu peux pour arriver au même niveau. C'est un peu une métaphore. Très bien. C'est une grande différence entre être jaloux et envieux. Je suis envieux de cette personne, ça veut dire que j'aimerais bien être comme lui. Donc c'est une très bonne chose. Et ça suffit. Il n'y a pas quelque chose, parce que j'ai l'impression, excuse-moi, j'ai l'impression que tu es un putain de bosseur. J'ai l'impression que déjà petit, parce que tu dis l'école c'est pas mon truc, mais il y a un truc, tu as un truc avec l'effort, tu as un truc avec le travail, tu as un truc avec le fait d'aller faire des poids haltères tout seul, jusqu'à te blesser. Oui, mais c'est-à-dire que si tu veux réussir, d'abord, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. D'abord, j'ai quitté l'école assez jeune. C'est bien d'avoir de l'éducation, mais dans un sens, ma vie s'est passée comme ça. À l'école, je m'emmerdais. Je n'aimais pas l'école, je m'emmerdais. Qu'est-ce que je vais faire ici? Et je faisais des dessins et tout, puis le prof il venait sur ma table, j'étais surpris et tout, qu'est-ce que tu fous et tout. J'étais pas bien à l'école. Et alors, j'ai pu convaincre mon père. Je dis, papa, écoute, j'aimerais bien travailler dans les fleurs avec toi. Je serai ton successeur, avec le succès et tout ça. Et évidemment, j'ai réussi à le convaincre. Et il m'a dit, écoute, tu peux travailler avec moi, mais en échange, tu fais ton sport et puis aussi tu travailles, tu t'entraînes bien, comme ça tu investis dans ta santé. That's a very smart line. You invest in your health. So, il m'a donné la permission de m'entraîner et de quitter l'école assez jeune. Je ne conseille pas ça aux gens de quitter l'école jeune, mais je n'ai pas appris l'éducation de l'école d'il y a longtemps, c'est-à-dire Adam et Eve et la pomme et tout ça. L'éducation était différente à cette époque-là. Donc, j'ai pu développer ce qu'on a tous en nous, l'instinct. Parce qu'on a cette graine dans notre corps, c'est une graine qui peut devenir la grandeur d'un pamplemousse. C'est comme une petite racine qui se développe, qui devient un arbuste, un arbre et des feuilles. Et ça, c'est très très important. Quand tu n'as pas d'éducation, tu ne restes pas dans un tunnel. Chiant de tenir ce tunnel. Quand tu n'as pas d'éducation, il n'y a pas un papier en attendant. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Tu vas faire la liste après. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme les princes, Johnny. C'est comme ça. C'est celui de toi. On m'entend bien là. Ouais, super. On me voit aussi là. Ouais, ça commence bien. C'est bien comme ça? Ok. Alors quand t'as pas trop, voilà, ça c'est bien. Quand t'as pas trop d'éducation,
Et j'ai dû donc employer l'instinct et de sentir les gens. Et l'instinct, on l'a tous en nous, et ça peut se développer très 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 vite. Alors comment on développe l'instinct? La première chose qu'il faut faire pour réussir dans la vie, c'est demander à nous-mêmes what am I supposed to do in life? That's instinct. Et les gens vont se dire, mais on ne sait pas le dire. Alors au début, on se demande la question, what am I supposed to do in life? Et on ne reçoit aucune réponse. Pendant longtemps, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, mais on continue son travail, on fait ce qu'on peut, on fait son travail, mais il faut se demander vraiment de quoi on est fait, et tout à coup, pour tout le monde, hein, et un jour il y aura cette this feeling voice, cette voix qui vient, c'est pas une voix, c'est un ressenti. Tu dois ressentir tes éléments, tu dois ressentir de quoi tu es fait, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. Ça c'est un. Et j'ai commencé à découvrir mes qualités, c'était d'avoir envie d'aller plus loin, de vouloir développer mon physique, d'être un peu moins laid, d'avoir plus de connaissances avec les gens, discussions et tout ça. Et j'ai commencé à former cette relation envers moi-même. I start to have a relationship between myself and myself. Parce que, sans savoir où aller, sans savoir où tu allais. Mais non, parce que la vie, d'abord, on a tous de la chance, il y a des gens qui sont handicapés et tout ça. On a tous la chance de pouvoir marcher, utiliser nos mains, pas tout le monde, hein, et respirer, parler, tout ça. Donc on a tous cette chance d'être aptes de réussir dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dirigés qui sont dans un tunnel, et c'est pas leur faute. On les éduque, éduquer, hein? Oui. And they go to a tunnel vision, and they cannot open themselves. Ils n'ont pas le choix, ou la société les empêche de s'ouvrir alors qu'ils ont tellement des choses formidables à ouvrir. Donc il faut se sentir pour s'ouvrir. Hein? Se sentir, it's like to know who you are. It's not so difficult. Il faut savoir ses qualités mentales, ses qualités physiques. Et c'est très très bien de penser à ça le matin. Parce qu'au début, moi, le matin c'est mieux. C'est quand il faut pas. J'ai changé ma vie, mais c'est bien de ne pas dormir trop tard, si c'est possible. C'est un travail de nuit, c'est autre chose. Alors c'est différent, le système de life system. Mais c'est le matin, vers les 4, 5 heures du matin, 6 heures du matin, que l'esprit est vraiment ouvert. D'ailleurs, tous les grands millionnaires, ils se lèvent, moi, l'argent, parce qu'il faut qu'il y ait un tueur pour être un. Oui, non, c'est que je faisais un peu partout à la fois, mais je sais ce que je dis. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, parfois, c'est des gens qui ne sont pas trop sensibles parce que les affaires, c'est des trucs durs. Mais, que ce soit niveau sportif, niveau création, niveau idée pour le pognon ou idée pour autre chose, le matin, c'est quand la tête est vraiment ouverte. D'accord, the mind, l'esprit, c'est pas que dans la tête, l'esprit c'est tout. Ça va de la tête aux orteils. Parce que le corps, il bouge. Le corps bouge. Le corps est fait de molécules. Et ce corps, d'ailleurs, les cells, et là je vais rentrer dans les trucs scientifiques, mais I'm afraid to say that to you. Les cellules du corps se font, les stem cells se font, elles commencent de la cage thoracique, elles se développent, elles bougent, with the mind and the process of thinking, et après 7-8 jours, elles s'évaporent. Et elles se refondent, elles se reconstruisent et elles s'évaporent. Donc on appelle ça de stem cells, de cellules. Et les cellules sont produites par notre corps, et moins produites avec l'âge, de moins en moins. Donc,
si tu penses with your mind, you think with your full body. And I wanted to be somebody better on a physical way. So I was thinking, hey, I get to become better on a physical way. I want to become more confident on a confident way. And I wanted to be a champion on a martial art way. So what's happening in your mind, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, c'est que quand le corps pense à ça, enfin, la tête donne l'ordre et la commande au corps, à la fabrication du corps commence à développer ce système de pensée et ça bouge en vous que quand tu prends cette paire de poids à terre, tu ne la prends pas qu'avec la tête ou tu ne prends pas un papier à crayon, 5 séries de 10. Là, c'est ma première série. Donc, tu sens l'entraînement. It's in your mind. That means it's in your head, in your biceps, in the position of your back when you sit down, and you do, and then you feel it, and you feel it, and then it explodes. Same with martial arts. You feel your body. I'm tall, I'm short, I can't move this way. You have to start to feel your body, and it's developing with your mind. So, the people here, les gens qui sont ici, qui n'ont aucune idée, ils ont des idées, mais ils ne savent pas vraiment où aller. Ce qu'il faut faire, c'est pas demander à quelqu'un. Il ne faut pas écouter les bruits de l'extérieur, mais il faut écouter les sons de l'intérieur. Et il faut se demander à soi-même, ok, j'ai un travail, pour l'instant je fais ceci, mais ça ne me plaît pas vraiment. Il y a des gens qui travaillent, ils sont très contents, ils ont un super travail, ils sont heureux avec ce qu'ils font, donc il ne faut rien changer. Ils rentrent à la maison, ils ont des enfants, ils voient le TV chaud, ils sont heureux. Mais tu as des gens qui ne sont pas heureux, mais qui travaillent et qui doivent payer leur rental, leur voiture, les assurances et tout ça. Mais continuer à travailler, mais aussi, en même temps, vous pensez à ce que, what do you want to do? You have to think, come on, I'm doing this job, I'm paying my rent, I'm able and capable of following that, but I'm not happy. What am I supposed to do? What I want to do? And you have to ask this question to yourself all the time, on a non-stop way. Tu dois demander cette question à toi-même en a non-stop way. Et d'un coup, je vous le promets, vous allez entendre une voix intérieure qui est la vôtre, parce qu'il y a un back and forth. Il y a un aller-retour. Quand on se demande à nous-mêmes ce qu'on veut, on demande à qui? Je ne vais pas le demander à toi, je le demande à moi. Donc, mais c'est silencieux. Donc, on crée une double personnalité sans savoir. Il y a two entities. L'entité qui est extérieure et the mental entity, the mind, mental entity, and you start to have a relationship. On commence à créer une relation avec notre propre enveloppe. C'est très important. Donc on devient consistant. On devient consistant, c'est comme une pomme, il y a la peau et puis il y a la pulpe à l'intérieur. Donc pour l'instant, disons qu'on ne connaît que la peau, la pomme, c'est très beau à voir. On aimerait bien sentir la pulpe. Alors qu'est-ce qui est pulpeux dans une pomme? Moi je trouve que c'est la pulpe. Hein. Bon, alors il faut être pulpeux. Hein? Voilà. Pas pulpeux, mais pulpeux. Remarquez que poulpe, c'est intelligent. Hein? Mais. Et alors, ça va se passer comme ça. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont rien à foutre du karaté, des arts martiaux, ou avoir des muscles, tout ça, ils préfèrent la peinture, ils préfèrent la musique, ils préfèrent les affaires. Il y a des gens qui. Il n'y a rien de mal à être rich, medium rich, sportif, créateur, pianiste. Il y a des choses pour tout le monde. Moi, je connais des gens qui sont très heureux et qui ont des métiers sympas. Mon jardinier à Los Angeles,
il est très heureux, il coupe ses fleurs et tout, il sent les fleurs, il aime son métier. Et il y a des gens que je connais qui sont très très riches, et ils ont des yachts, et ils sont dans l'office, tout en haut de bateau, et toute la famille qui s'amuse, et ils sont au téléphone du matin au soir, et on ne croit pas qu'ils sont heureux, mais en vérité ils sont heureux. Ils travaillent du matin au soir, ils ont acheté leur bateau, ils n'en profitent même pas, mais ils sont heureux d'avoir ce gain, cet appât, et ils sont heureux d'avoir des coups de téléphone, de bouger non-stop. Donc il faut en vouloir à personne. Il y a des gens qui ne sont pas heureux, qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Ça fait plaisir aux gens qui n'ont pas d'argent. Et les gens qui n'ont pas d'argent, pourquoi? Ils sont un peu jaloux, ou c'est peut-être d'être envieux avec les gens qui ont de l'argent. Mais j'ai tellement de choses à vous dire, et je ne sais pas par où commencer. C'est vraiment chiant. Hein. Non, mais là, c'était excellent de se dire qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une question qu'on peut se poser à un moment donné. En fait, quand on dit, parce qu'on travaille ici, hein, on travaille sur les mêmes sujets, on dit en fait, on est l'expéditeur de la question, mais aussi le destinataire. Et c'est ça qui va faire qu'on va recevoir la réponse en retour sur qu'est-ce que je dois faire. Et comment ça s'est présenté pour toi? Ça a dit quoi? Elle a dit quoi, cette voix intérieure? Ben, moi, quand j'ai vu les bandes dessinées et quand j'ai vu les films, d'abord j'ai commencé, mes films favoris c'était les feuilletons télévisés, les films de Tarzan. Alors mon père me prenait à la maison sur son bras et on regardait ensemble Tarzan. Il y avait Tarzan avec Jeanne et Cheetah, en noir et blanc, avec Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, c'est mon ancien champion. Pour le coup, il avait... Ouais, pour nous c'était énorme. Quand tu vois maintenant, il est moins costaud que toi. Mais à l'époque, c'était un gros gabarit. Ouais. Et je savais, quand j'étais jeune, qu'un jour, il y aurait une balance. One day it would be. Il y aurait. Je savais, étant jeune déjà, quand je voyais Tarzan, qu'il y aurait un problème sur la Terre plus tard. À l'âge de 9 ans, 10 ans, je savais qu'il y aurait. J'adore tout ce qui est bien. Attendez, le mot balancé. Tout ce qui est bien égal. Yin et yang. Et je sentais déjà à l'époque que les êtres humains et la nature, il y aurait une déformation, il y aurait un problème plus tard. Ça m'a déjà dérangé très jeune. Donc, le rêve, quand j'étais jeune, pour moi, c'était de... Mais c'est un rêve qui est trop grand, mais peut-être pas, c'était de sauver la Terre. Ouais, mais avant même le karaté, tu vois. C'est très grave. C'est grâce à l'amour de mon père, ce triangle. Donc, mon père, moi, la télé, il y avait déjà un triangle. Et cet amour qu'on avait ensemble. Et alors j'ai demandé à mon père, écoute papa, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux faire quelque chose, je veux que quelque chose se passe, mais vraiment que ça se passe, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? À qui je dois parler? Il me dit, écoute, tu vas à l'église. J'étais catholique. Voilà. Tu vas à l'église et tu demandes à Dieu, et ça se passera. Moi, le dimanche, on va à l'église, c'était en hurlant, quoi. Les 2 heures, il y avait un prêtre qui parlait. J'étais chier. J'attendais l'église, on allait au bois avec le chien, comme la cambre, avec les bergers allemands. Et d'abord, on allait manger, aussi 2 heures. Parce que mon père avait commencé à gagner sa vie, donc il me prenait au restaurant, chez Stans, rue des Bouchers. On mangeait à son aise, c'est toujours bien. Et après, on était en forêt. Et puis c'était le soir, j'étais anxieux parce qu'il y avait l'école le matin, c'était chiant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vers l'âge de 11 ans comme ça, j'étais à la ferme chez ma grand-mère, et j'étais un garçon qui n'était pas... J'ai commencé jeune, mais je n'étais pas à l'aise le soir. Parce que moi je vous parle vraiment comme je suis, et c'est d'aller de mon pieu à la toilette la nuit, je faisais un plan. Là, il y a un monstre, il y a quelqu'un qui va me prendre. Donc, de mon pieu,
je vais courir à cette table-là. Les enfants font des plans la nuit, n'inquiétez pas, après ça s'arrange. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des plans. Ouais. On fait des plans, déjà on vient, le mec qui fait des plans, déjà c'est bien de faire des plans. Donc déjà c'est pas le mec qui se lève et qui va aller faire la nuit pour aller faire un plan, pour aller faire. C'est sympa quoi, tu vois. Donc c'est bien d'avoir parfois une imagination un peu folle parce qu'on fait des plans. Et ceux qui n'ont pas d'imagination folle, ben, ils font pas pipi dans le lit. Parfois ça veut aussi donc il y a avantage des deux côtés. Et ben, c'est-à-dire vers 11 ans, je me suis réveillé la nuit et j'avais comme une épiphanie. Je n'aime pas dire ça aux gens, mais c'est la vérité. Et je me suis habillé. Et tu sais, quand tu habilles un enfant, tu mets sa ceinture, il va comme ça, il colle, et il rêve, il se tourne la tête et tout. Et cette nuit-là, à la campagne, je me suis habillé comme un mec de. Même maintenant, je ne sais pas m'habiller comme ça. Et je sors de cette ferme, et c'est tout noir. Et je savais que le village était en bas. Mais comme j'étais trop jeune, je ne savais pas si c'était à droite, à gauche. Et je sors de la ferme, et il y a un sentier. Et je marche sur ce sentier. Et après, je me rappelle des flocons de neige qui étaient énormes, comme des balles de tennis. Alors, on dit que la perfection n'existe pas sur la Terre. En vérité, c'est faux. Parce que chaque flocon de neige se ressemble à chaque flocon de neige, mathématiquement parlant, la structure est la même pour chaque flocon. Quand il y a des gros flocons ou des petits flocons, c'est qu'ils s'accrochent ensemble. Donc, si quelqu'un te dit la perfection n'existe pas sur la Terre, tu peux dire tu as raison, except for the snowflake. It's the same shape, same size, same everything. Donc il y avait cette perfection, donc c'est le flocon de neige qui tombait devant moi, et j'arrive en bas de ce sentier, et je vois la route du village pour aller au village qui était comme ça. Je savais que le village était en bas, donc si c'est comme ça, je vais du côté droit. Et là je descends, et c'était une longue marche, mais j'étais vraiment dans ma bulle de silence. Il n'y avait pas de peur en moi, ni rien. Et puis je vois l'église avec ses flocons et cette lumière jaune. Alors pour moi, toutes les églises se ressemblent. Parce que j'ai été prié dans. Il n'y a pas le droit. J'avais un copain qui s'appelait Mohamed. On était ensemble. Il m'a appris à comment prier la prière musulmane, comment se mettre et tout. Je lui ai appris comment prier comme les catholiques. Comme j'étais beaucoup en Asie, je sais comment ça se passe avec le bouddhisme. Donc j'étais dans toutes les églises et je connais à peu près toutes les religions. Ça c'est beaucoup après, je vous dirai pourquoi. C'est chiant de parler, que je parle beaucoup bien anglais. Et alors, donc j'arrive et je vois cette église, et c'était à peu près 3-4 heures du matin, et je ne savais pas que c'était la veille de Noël à l'époque. Et je rentre dans cette église, maintenant les églises ils ferment leurs portes. Il faut être un membre, ou il y aura une carte, un truc comme ça, surtout à Los Angeles, tu ne peux pas rentrer. À l'époque, tu ouvres la porte, c'était ouvert, et je me rappelle, il y avait un groupe de personnes qui chantaient avec Maria. Et ils étaient du côté gauche, il y avait donc un podium, et devant moi, il y avait cette croix en bois, avec Jésus qui était crucifié. Et quand à cet âge-là, j'ai vu cette croix, et j'ai tout vu bouger. Je me suis imaginé, grâce à mes bandes dessinées, à mon imagination, mais dans cette bulle de silence, elle s'est ouverte et j'ai vu que le gars était vivant, quoi, qui m'attendait pour que je lui parle. Et surtout quand ton père te dit que tu vas parler avec lui, il va t'entendre et il va te répondre. Alors pour moi, mon père c'était mon héros. Pour chaque enfant, je crois que la majorité de nos parents, c'est our heroes. Hein, le père et la mère, c'est ce qu'il y a de plus beau, on respecte, et s'il y a des problèmes de famille, c'est autre chose, mais mon père, pour moi, c'était mon héros, et ma mère, ma héroïne. Donc, je vois cette croix, et j'ai pensé, mais pendant des années,
avec ce Trésor pendant 3-4 ans, sauver la terre, comment ça va se passer, il y aura des problèmes, sauver la terre, tout ça. Et je marche, et avant même de me mettre à genoux, j'entends une voix, mais c'est comme un coup de poing, mais qui est faite de nuages. Un feeling voice. Une voix de. Comment on dit feeling Ressenti. On va ressentir. Ouais, ressentir une voix qu'on n'entend pas, mais qu'on sent. On ressent. Et qui m'a dit oui avant même que je me suis mis à genoux. Et ça m'a fait un choc. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai entendu cette voix. Et je me suis retourné, mais j'avais peur et pas peur. C'était la première fois que tu te demandes une question, tu penses et tu réponds à toi-même, ça c'est une chose. Mais entendre une affirmation avec une voix qui ressemble pas trop à la tienne, ça fait drôle. Et puis dedans en plus. Dedans. C'est drôle et c'est vrai. Et je me suis retourné et je quitte cette église et j'entends une seconde voix qui me dit You'll be famous. Wow. C'est pas en anglais, c'est pas en français, c'est pas en flamand, c'est pas en arabe, c'est pas en russe, c'est pas en chinois. C'est juste une voix qui te dit You'll be famous. Et je suis revenu à la ferme et j'ai dormi comme un bébé. Et je suis devenu fameux en karaté et dans le cinéma, mais j'ai pas encore trouvé la terre. Ok? Ben, ça va. Non, mais grâce à ma notoriété, comme on dit en français, j'ai rencontré pas mal de gens. Et maintenant, ça se passe bien parce que je vais en Afrique, bientôt à Kinshasa. Je serai nommé ambassadeur de Kingdom of the Animals and the Fauna, aussi au Rwanda. On va aller à Brazzaville. Donc, on va commencer à faire des choses le mieux qu'on peut pour conserver ce panier de génétique et qui est la Terre. Parce que pour moi, les animaux sont très 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 importants, surtout aussi pour les enfants. Et je ne vais pas parler de science, mais si on va chercher très très loin, même avant les religions, la première religion était la religion musulmane, après il y avait le gospel, judaïsme, après le gospel, puis il y avait la religion orthodoxe, mais avant tout ça, il y avait l'égyptologie. Égyptologie, en français on dit ça, l'égyptologie. Et avant l'égyptologie, il y avait les Sumériens, l'Empire sumérien. Donc j'ai tellement appris, et ça c'est après, j'ai tellement appris que pour finir, derrière les religions, before Christ, before tout ça, il y avait encore d'autres religions. Et ça c'était des symboles. Parce que la langue, là je vous parle, la langue est très courte. Elle n'a pas une longue history. Mais les symboles existent depuis des millénaires. Hein? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai une vie à soit fameux, hein? je refais mon karaté, je deviens champion, je me suis entraîné d'une manière plus que les autres. Parce qu'il y a vraiment cette force de vouloir faire plus que moi. Et de répondre à la voix. Non, la voix j'avais entendu, je l'ai eu, je l'ai senti, et après, basta, la voix c'était fini. Jusqu'à l'âge de, je te dirais, mais là c'est fini. Je l'ai entendu 2 fois dans ma vie. Hein, je me suis mis, avant même de toucher les genoux, j'ai entendu un oui, et puis j'ai tourné, je sors de l'église, et là j'entends You'll be famous, with all sorts of voice, like a Philip voice, okay? But then I start martial arts on a very high level, weights, dancing, and I go on a high level. Et mon père me prenait donc avec lui pour faire les fleurs. Le matin, je me levais très tôt pour aller à la criée. On a acheté des fleurs. C'est une longue histoire, mais c'est un garçon qui était très économique. Et donc, on louait des chaises à la criée. Tu as les chaises qui sont devant. Hein, tu vois les chariots et tu vois la qualité des fleurs. Et tu as des gens qui louent les chaises qui sont vraiment en haut des gradins. Moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Alors ils se levaient 1 heure à l'avance. Et il y avait le chariot 1, le chariot 2, le chariot 3, et ils touchaient toutes les têtes des roses. Et il venait avant pour regarder. 1 heure avant, parce que si la tête de la rose est plus forte, c'est-à-dire qu'il y a plus de pétales, elle va s'ouvrir, elle prendra plus de temps, elle va garder plus longtemps au magasin. Mais parfois, sur le chariot 2 ou le 3, la qualité de la rose au chariot 3 était aussi bonne que la 1.
Alors quand tu es très... Même si tu as les chaises devant les chariots, tu ne sais pas les sortir les roses. Donc, non seulement il ne paie pas cher, il était tout en haut, et il avait numéroté tous les chariots de toutes les fleurs, que ce soit de la rose au strelicia, tout, quoi, c'est les fleurs, hein, plus de donc, il avait tout noté, les chariots, les fleurs et tout, et il avait ces grandes aiguilles, et puis il appuie sur un bouton, pour le prix, tu vois. Et il était très nerveux, et il aimait bien le café, donc, il fait des trucs comme ça, c'était un peu dur. Donc on ramenait les fleurs à la maison, alors je nettoyais les fleurs et les aiguilles de rose et tout ça, et alors je les m'entraînais l'après-midi, poignardaire, le soir karaté, avec mon prof, et j'ai commencé à donner des cours d'arts martiaux à l'âge de 16 ans, à des enfants. Parce que j'étais très, très doux avec eux, vu que j'ai commencé jeune, et j'étais accusé par les coups de ces mecs de 17 ans. Il y avait déjà une mentalité différente entre moi et les gens. J'ai toujours été très, très doux, pareil, pour ne pas blesser les gens et tout ça. Donc c'était un peu ma vie. Et cette histoire de cinéma, ça ne m'a jamais quitté la tête. Et j'ai dit à mon père, écoute, j'aimerais bien aller à Hollywood et être une star. Et arrête conduire les roses et tout ça. Tu ne parles pas l'anglais, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de carte verte, tu vas là-bas, ça va être de la merde, de la drogue. Et pour finir, j'ai pu convaincre mon père d'ouvrir une salle de sport. Comme j'ai grandi dans le sport avec mon prof, et j'ai donné des cours, je me suis entraîné dans toutes les salles de sport de Belgique, et j'ai ouvert la première salle de sport qui s'appelait le California Gym. Et en attendant, j'avais été une fois à Los Angeles, au Gold's Gym, et j'ai vu que là, il y a des gens qui s'entraînaient dans la salle de Arnold, Schwarzenegger. Voilà, avec Mike Menzer, Arnold, j'ai vu des mecs avec des bras énormes et tout. Je suis un gars qui vient de Belgique. À l'époque, on était costaud en Europe, mais à l'état, le style californien, c'est des mecs, ils avaient des bras, des vins, ils prenaient déjà des produits qu'on ne connaissait pas et tout ça. Il y avait qui prenaient des produits anabolisants, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte, mais aussi des vitamines, des aminoacides. Ils ont toujours eu un pas d'avance dans ce niveau-là. Et moi, j'étais pas un gosse, mais le Gold Gym avait une fenêtre où les gens qui marchent et ils voyaient donc la salle de sport, la vitrine. Ouais. Et je suis revenu à l'âge de 17-18 ans, j'étais parti pendant 6 mois, je reviens en Belgique et je dis à mon père, j'ouvre une salle de sport avec une vitrine. Ça n'existait pas. Et alors j'ai décidé, j'ai trouvé une rue qui était très très busy, sur une chaussée, la chaussée d'Ixelles, et j'avais pris deux magasins, enfin deux rez-de-chaussée, avec 2 sous-sols, et j'avais fait que des vitrines, j'avais mis toutes les machines des femmes. C'était des machines, des mecs travaillent, après les gens au trafic, ils voyaient qu'il y a des gonzesses. Et vraiment, il y avait les machines des hommes, mais les femmes s'entraînent et puis elles sont coquettes et tout. Et ma salle de sport est devenue la salle de sport la plus successful de Belgique parce que j'avais mis un bar avec des jus de fruits, de la musique, j'étais en train de chanter, enfin, et tout. Donc tout le monde était content. C'était une salle de sport où les gens venaient et ils étaient vraiment heureux. D'ailleurs, je crois que peut-être que je vais ouvrir une salle de sport à Paris. Mais ce sera une grande salle de sport. Si ça se fait, ça sera super. Si ça se fait. Alors donc, la salle de sport, ça marchait super. Et mon père, il a vu que la salle de sport a fait des recettes beaucoup plus importantes que le magasin de fleurs. Donc, il a décidé, il dit à mon père, arrête de travailler, vends ton magasin de fleurs, viens chez moi, tu prends 30% des affaires, tu fais la comptabilité, et moi, j'entraîne les gens. Donc, très content, parce que c'était beaucoup d'argent comparé à un magasin de fleurs. On faisait des grosses recettes. Il était très fier de moi, et moi, j'étais content qu'il était à côté de moi. Et après 2 ans qu'il a bougé, je dis, papa, je peux faire mieux, je vais me casser Los Angeles. il a voulu me tuer. Imagine les fleurs, la dette, oui.
il m'était malade, c'était une des meilleures affaires de Belgique, ça marche super, et maintenant tu vas aller faire le cinéma, mais ça va, tu le fous. C'est à la question que tu pars définitivement. C'est partir. D'abord, j'ai fait un éclaireur une fois, j'ai vu une fois, et après, c'est fini. Mais la salle de sport était ouverte du lundi au samedi après-midi, et le samedi soir, j'avais 19 ans, 18 ans, 19 ans, j'étais un gros bébé, hein, je faisais 91 kilos de muscle. Ouais. J'ai 74, 73, tu rajoutes 20 kilos. Le cuisse, j'étais Monsieur Belgique et tout. Et alors, donc, là, et alors, le week-end, je vais porter. Ah oui? On prend encore plus de pognon. D'accord. L'argent pour faire de l'argent. Pour être riche, il faut faire de l'argent pour avoir un maximum d'argent. Et puis j'ai mis cet argent à la banque, et j'ai pris 3 000 $ dans ma poche. Mon père était furieux, donc il a arrêté de travailler. Il a bougé à la maison de campagne, où j'étais Dans les camps. Rappel, Coïsa, chez ma mère. C'était la maison de campagne de la mère de ma maman. Et il habitait là-bas, relaxé. Et j'ai pris tout l'argent de la salle de sport et je l'ai mis dans un compte en banque. Et j'ai pris 3 000 $ avec moi. Et j'ai mis dans ma poche. Et je suis parti en Amérique. Avec Momo. Avec Momo. C'est Momo, Momo est venu après. Il est après. Après. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit dans ma tête, if I cannot make it with 3,000, I cannot make it with 10,000. Tu ne peux pas réussir, c'est-à-dire que je me suis mis une difficulté. Si j'aurais pris 10, 15, 20 000, je ne serais pas resté à des hôtels de première classe. Donc quand je suis parti en Amérique, c'était drôle parce que je quitte la Belgique, tu vois 2-3 petites lumières jaunes, et puis quand tu atterris en Amérique, j'ai vu un pancake, une crêpe de lumière. Los Angeles, ah ouais, les autoroutes, toutes les lumières où j'atterris là. Et j'arrive à LA, et je suis à l'aéroport avec un petit bagage, un sac, et là, les portes policières qui s'ouvrent, et la première voiture, the first car I see, la première voiture que je vois, c'est une longue limousine. J'ai jamais vu ça de ma vie, et ça, c'est mon pays. Hein, vraiment, je me sentais bien. Et alors, moi, j'ai galéré. Là, c'était dormir dans des garages, faire laver des maisons. J'avais pas de carte verte, donc j'avais acheté une carte sociale, Social Security Number, à Downtown, une fausse, qu'on a acheté à Downtown. J'ai délivré les pizzas, tout ça, mais j'ai pu rencontrer Bob Wall, l'opération Dragon. C'est une longue histoire, parce qu'il y a tellement de... C'est trop long comme histoire, parce que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai vu Bob Wall, et j'ai montré la qualité de mes jambes, et il n'avait jamais vu ça. Et il téléphone à Chuck Norris, il écoute, j'ai un mec ici de la Belgique, mais c'est incroyable, il y a des jambes, il frappe autour du visage, et c'est des coups de pied que j'ai jamais vus, il faut que tu le vois. Et là, il m'envoie chez Chuck Norris, à Rolling Hills. Et j'avais à l'époque, j'avais pu acheter une vieille voiture. C'était déjà 3 ans après. Une vieille voiture, une vieille Volkswagen brune. Et je me rappelle la radio, toujours emmerdée, je frappais cette radio pour que ça marche. Et alors, il y avait beaucoup de trafic, donc j'arrivais dans sa maison à 4 h du matin, parce que le trafic commence vraiment tôt à Los Angeles. Et il m'avait invité. Et j'arrive dans la maison de Chuck Norris. Et il est là, il ouvre la porte, sa femme la porte, et tu avais un mec qui s'appelait Joe Jackson, qui était champion du monde, moi je ne sais pas, moi à l'époque, de full contact. Et Chuck, il me voit, bonjour, et tu connais, toujours très très poli, et il fait, can you spar with my friend? Il fait du sparring. Alors, sparring, ça veut dire, c'est du combat léger, il y a plus de douche, tout ça, c'est pas frapper, c'est du sparring, c'est changer les coups de pied, coups de poing, avec certains... ouais, c'est comme que c'est cool, on sent que j'étais touché, on va commencer plus loin. Donc j'ai fait mon sparring, mais j'étais tellement costaud et construit, j'ai fait un petit pied retourné et j'ai dit, je suis dans le froid. C'est très léger, hein, mais attention, c'est puissant quand c'est léger et c'est précis, et ça précis avec dextérité et flexibilité, c'est puissant. Donc je vais toucher Joe Jackson, et il
Chuck était embêté. Et moi aussi, soit il a été impressionné, et j'ai commencé à entraîner Chuck Norris pendant 6 mois. Et il m'a pris avec lui aux Philippines pour faire le film Missing in Action, dont j'ai même raté mon avion le premier jour. C'était un désastre, quand même. J'ai une question. Si on est que là, il y a un an, on encore fait qu'un an, deux Non, c'est pas grave. Moi, j'ai une question. Combien d'heures on a ici? J'ai une question. 3 ans, entre le moment où tu arrives et le moment où tu rencontres Chuck Norris, 3 ans. Tu fais des boulots à la con. Qu'est-ce qui fait que tu restes? Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas? Qu'est-ce qui fait que tu restes focus? Il y a 3 choses. La première chose, il y a mon père qui m'a dit, écoute, si tu te casses la gueule, tu peux toujours revenir, il y aura toujours un lit pour toi. Et sachant que j'avais de l'argent là-dedans. Il y aura toujours. Donc, si tu te casses la gueule, tu reviens à la maison, il y aura toujours un lit pour toi. Quand tu sais ça en tant qu'enfant, enfin, j'avais un enfant à l'époque dans ma tête, encore maintenant, ça fait plaisir. Deuxièmement, je pouvais toujours revenir en Belgique et réouvrir une nouvelle salle de sport, j'avais le dash et tout, et encore maintenant j'ai le dash, donc j'étais bien. Et la troisième chose, j'avais dit à tout le monde que j'allais réussir. Mais là, je suis en Amérique, je reste là. Et alors, il y a mon père qui m'a dit, va voir de MIFET, Milano International Film Festival. C'est une idée qu'il m'avait donnée à l'époque. J'ai pris le train, c'était à Milan, il y avait tous ces hôtels, et il y avait la foire du film. Comme maintenant en Amérique, c'est le AFM, American Film Festival. Maintenant, le buffet avec l'Italie, l'économie, ça n'existe plus. Et à l'époque, j'ai pris le train, et je suis resté à l'armée du salut, parce que le soir, c'était pas sûr de tout, toujours économique comme mon père. Et j'essaie de rentrer dans cet hôtel. Ils avaient transformé les chambres d'hôtel en salle de vente. À l'époque, tu vendais un film avec un poster. Tu mets un poster de Chuck Norris avec un synopsis, enfin avec un synopsis, avec un page, tu vois, et le mec achetait. Maintenant, à notre époque, ils veulent savoir qui est le directeur de la photographie, le set designer, les acteurs, donc c'est beaucoup plus spécifique. Et je voulais rentrer dans le MIFED et on m'a dit non, il faut une carte de distributeur. Alors j'ai fait un peu de journée et j'ai demandé aux gens, est-ce que je peux avoir une carte de distributeur? J'étais jeune, tu vois. Non, ils ne donnaient pas. Et je suis revenu de la seconde journée, donc je dormi à nouveau. Ah mais salut, je ne peux pas trop vite là. Non, ça va, ça va. Et alors, je reviens à nouveau le second jour. Il y a une personne de l'Amérique latine qui m'a donné une carte. Je partais à la maison. Et là, je rentre avec la carte. Et on est venu me voir, ok, tu peux passer. Et j'avais des karatés, des magazines de karaté. Bushido, j'ai commencé les premières couvertures avec la revue Karaté. Et j'avais une vingtaine de revues avec le grand écart à venir et tout ça. Et je vais dans tous les booths, que ce soit les compagnies comme Orion, ça n'existe plus, PSO, enfin toutes les compagnies. Il y avait aussi la Canon. Il y avait aussi TWA, comme Transport, Moshe Dayan, tous ces gens-là. Et je donne des magazines à tout le monde, et ils me disent quand ils viennent en Amérique, tu seras un star, et ils me donnent tous une carte. Et moi j'avais un paquet de cartes comme ça, j'y croyais, et je reviens en Belgique de l'Italie, et je vois mon père dire, papa, regarde ça, vous voyez tous. Vous voyez tous que je suis une star. Il y avait aussi de la musique, quoi, il voit ce paquet de cartes. Et quand j'étais en Amérique, et je me suis présenté avec ces gens et ma carte, ils ont ouvert la porte. Ils sont drôles, hein, les Américains. Donc ils m'ont emmené une carte, puis viens, on va faire des films et tout et tout et tout. Et moi je remets avec mes qualités physiques, mais je parlais pas un mot anglais. Je ne sais pas bien parler le français, encore pire. Et alors, pire. Alors c'était sure, yes, non, sure, c'était tout. Donc c'était quoi, un film muet? Bon, alors j'ai fait des travails comme pizza delivery. Portier, j'ai même coupé les cheveux avec les Mexicains. Apprendre à couper les cheveux, pour être coiffeur dans des trucs à la vallée. Où je m'en sortais le mieux, c'était dans les maisons. Je lavais des maisons et les gens me donnaient une place pour dormir. Dans des garages, vraiment beaucoup dans les tu fais la maison, tu nettoies et tu te loges. Ouais, je veux dire,
j'ai même, parce que je voulais pas réussir avec 5 000, je voulais réussir avec 3 000. Parce que si tu ne peux pas réussir avec toi-même, comment veux-tu que tu réussisses? Tu ne peux pas t'acheter. Donc tu dois te vendre. Alors, il y avait même des soirées, je connaissais tous les grands magasins, comme le Ralph, le Safeway, Mrs. Bush, tout ça. Et j'allais le soir, je connaissais toutes les caméras et tout. Et je prenais les yaourts et tout, j'avais mon panier, là, j'avais un peu d'argent. Et là, je prends mon panier, il y avait le d'argent, je secoue bien. Dans les grands magasins, je mangeais gratuit. Excusez-moi, hein. Mais au moins, je sais pas, 4-5 fois par semaine. Et je faisais les magasins, les caméras et tout, j'étais un Spirou. Et alors, quand parfois j'achetais ma bouffe, comme à Taco Bell et tout, c'est quand mes parents m'envoyaient une lettre. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de téléphone portable et je n'avais pas de boîte aux lettres, donc tu avais des places à Los Angeles où tu pouvais louer une boîte aux lettres et tu avais des gens pour des messageries, c'est-à-dire que des gens qui prennent des téléphones, des messages pour toi, et puis tu téléphones tous les 2-3 jours et ils te donnent tous les messages pour les castings. C'était un désastre. Donc tu louais, c'était des places où les gens prenaient tes messages. J'ai fait des cartes que j'ai mis sur les voitures, j'ai suivi les producteurs, j'ai mis des photos. Mon nom est un tel, je suis un grand karatéka, mettez-moi dans mon film d'action. Après, j'ai suivi les trucs à la maison, j'ai passé le mur de Stallone, il m'a renvoyé, ils m'ont appelé les flics et tout. J'ai tellement envie de dire, il y a tellement de choses que j'ai faites, enfin soit. Et. Ça ne lâche rien, quoi. Non, mais t'as pas compris, honnêtement, Chuck Norris, il m'emmenait partout. Et donc, je l'ai entraîné, tout ça. Et alors, c'était un dimanche. J'avais toujours congé le dimanche. Il y a un copain qui vient me voir dans le camp, un crack, Eric Van der Week. C'est un crack, là. Et alors, il vient me voir au Manila Hotel. Et je rentre dans la chambre de la location. Et le mec, il s'est faufilé. Il est dans ma chambre. Il dit, Eric, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je viens à Hong Kong, j'étais voir mon copain Alex. Et il dit, on va à la piscine, super, j'étais content, j'avais un copain belge pour une fois. Et Chuck, il me voit avec un copain, il me dit, on s'entraîne. J'ai dit, Chuck, c'est mon jour de repos, dimanche en général, maintenant, on vient, et j'ai les attrapé. Moi, j'ai jamais été super sympa, mais quand on me pousse, et quand c'est pas une fois, deux fois, mais il ne faut pas m'énerver non plus. Quand c'est pas juste, quand je vais le faire pour le mieux, et le bien, et quand je vois qu'il y a cette fait de stupidité, et je dis je me casse à Chuck. Il dit quoi? Je me casse. Et il dit attends, je me casse, bye bye Chuck Norris, bye bye Training You, bye bye tout ça. Et alors la production a voulu me payer, j'ai pas pris leur salaire, et j'avais reçu tous les jours $25 pour vivre. Quand tu reçois $25 aux Philippines pour aller manger, aller dehors, avoir ta bouffe, et tu reçois un salaire. Et t'en dors pas, hein. Oui, bah oui. Ils sont là depuis 32 ans. Ils n'ont pas dormi depuis longtemps. Je dis pas quel vous reconnaissez la chose. Tout ce que je vous dis, c'est faux. Hein. Un grand mytho avec je n'aime pas Jean-Claude. Il a dit des choses qu'on ne comprend pas à l'église. Ah, si, ils ont dit ça comme ça. C'est normal qu'ils soient crevés, c'est normal. Je ne sais pas si c'est il y a des cachets d'aspirine qui sont sortis d'ici. Sinon ça va passer. C'est trop grave, merde. Moi j'ai réussi, c'est tout. Voilà.
enfin, soit, bon, c'était très dur, ok. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. C'était très dur, mais tu lâches pas. Un jour, j'ai rencontré Madame Guanin. J'avais rendez-vous avec des gonzesses au 385 North, la Sénégal. Ah, non, je commence à me lâcher, là. Les petits cœurs arrivent. Alors, voilà ce qui se passe. J'ai vu Madame, je ne te rappelle pas en Italie, on va passer une carte. Hein? Ouais, ça. On me plaint de voir et ils vendaient des films, et il y avait des FM. Il y avait deux Chinois à côté de lui, il y avait deux Asiatiques à l'époque. J'habitais pas en Hong Kong, donc je ne savais pas la différence d'un Chinois, un Malaisien, un Filipino. Maintenant, je connais, tu vois, la différence. Et alors, je suis un peu à ce café. Et les Asiatiques, ils m'ont dit, tu vois bien, on bien, sinon. Et comme ça vient, ils dit comme ça, come to see me tomorrow, we'll have and we'll talk about business. Et moi, je suis à 5-6 ans, j'ai vu. Après, hein, Et on s'en va plus, là. Et le connard ne répond pas. Et je téléphone un jour, 2 jours, alors du coup, du monde, c'est la détresse, mais alors non, le schlaboum. On ne pas bon du tout. Et là, alors, blague à part, là, je me suis écroulé, parce qu'après 5 ans, avec la aînée, il me donne une carte, il me voir, on m'a fait... Et à l'époque, la canon, c'était les films de Chuck Norris, je l'ai entraîné, c'était Michael Dudikoff, Ninja, c'était Stallone Cobra, c'était Master of the Universe avec Dolph. Et moi, c'était 0. Et je téléphone, my name is Jean-Claude Van Damme. Et là, il ne peut pas me voir. Voie numéro 3. Waouh. Je suis dans mon premier appartement que j'avais loué. J'étais limo driver avec Social Security Perfect One. Je commençais à faire un petit argent. Fini les maisons, la vie et tout ça. Donc, je commençais déjà à faire un peu d'argent. J'ai fait acheter ma bouffe et tout. Et j'avais une chaise camping style avec un fil et un téléphone. Maintenant, j'ai mon propre téléphone. Et c'est à Norton Avenue. Et je tombe par terre, et il y a tout qui lâche. Pleure, mais vraiment, je tombe, je ne sais pas marcher, je ne sais pas ce qui se passe. Je marchais, mais je tombe comme un sac de pommes de terre. Et à genoux, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Mais j'ai une société, moi, c'est pas pour les gens, hein, mais j'ai voulu manger gratuit, j'ai fait dormir avec tout ça, mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit à tous mes copains, c'est la merde. Vraiment, j'étais à la Tyson Fury. Quand elle a fait sa bière et sa drogue, il est tombé dans cette chambre et j'ai transpiré des larmes. Voilà. Et à ce moment-là, le téléphone, je dis, je parle à cette voix, moi, qu'est-ce que tu veux? Et le téléphone sort. Et là, à genoux, qui m'a téléphoné, allô? Mais là, I would like to see you. Et du coup, je raccroche, je lui dans ma bouche, je lave tout. Et puis je mets la brillantine, je me paraît plus âgé, tu vois, mais je suis en arrière avec du gel, je mets un tank top, je mets un pantalon assez haut, 23 à l'époque, avec un suspender, des bottines en bois blanche, des styles de Santiago, et une veste d'aviation verte. Grise. C'est l'orange intérieur et l'extérieur. Alors je vais à l'office chez lui et on fait attendre. J'attends, il faut encore attendre. Et à l'époque, la Canon, c'était $2 billion on the stock market. Donc c'était aller-retour, les gens aller-retour. Et moi je demande, excusez-moi, non attendez, ok. Et à la fin, je dis écoutez, je veux partir sur Paris. J'ai dit Paris, j'ai pas dit Belgique. Parce que la Belgique, je ne pas. J'ai sur Paris, c'est maintenant ou jamais, attendez, je téléphone. Et la dame de téléphone me dit, mais la reine, tu peux monter. Elle était à peu près 6h30 du soir. Parce que la compagnie marchait à fond. Et là, je rentre dans l'office, et on m'assied, et c'est un lobby où tu as l'office de madame une porte qui est là. Il y aura deux son partenaire. Je suis comme ça assis, et je vois devant moi Stallone, Cobra, Dolph, Chuck Norris, Michael Dudikoff,
Et t'as une fille qui arrive, une dame, Sarah, yes, et elle est une nantée. Je dis, ah ouais, et je me sens déjà comme une star. Je suis une star, je me montre maintenant, et elle me montre le mois de thé, et là je vois hibiscus, rose, des différents, et je dis, je vais prendre le rouge. Et le rouge, elle dit, ok, ça va, elle me ramène un thé, et j'entends ces deux qui crient, ah, my friend, you'll be treated in Ireland. Et lui qui crie, et je me dis, comment je vais faire? Ils sont en train de crier, pas de film et tout. Donc s'il crie, il faut que je le vende. J'en ai un million, je veux dire, je suis gratuit, quoi. Et puis, l'office se vide, les gens partent, mais ils transpirent avec ma narine, et elle fait, mon nom, Vanda, come here, in my office. Yes, sir. Comme je parle maintenant, mais 3 fois plus vite. Et alors, donc, j'arrive, je touche directement, et je fais, mais arrête. Et il fait, yes, my friend. Et j'arrive immédiatement, I have muscle. I'm very flexible. Et je prends 2 chaises, et je fais un grand écart devant lui. Et lui, il fait un grand écart de... Yeah. And for free. Sit down. Yes, it's my friend. Yes, it's my friend. Exactly. You know, it's like Michael Dudakov is a star. Chuck Norris is a star. Stallone is a star. You will never be a star. What I'm saying to you, go back to your country, do your study, life is beautiful, you're a handsome man, young man, you cannot speak English. And I see those people like you with big muscle in the gym. Oui, mais peut-être mon grand écart quand même. Et là, j'ai voix numéro 4. Tu peux taper à nous cette voix qui me dit va autour du bureau, mets-toi à genoux et demande rien qu'un petit close-up. Comme ça, quand tu pars en Belgique, les gens verront que tu as fait un quart d'heure à la ville. Moi, putain, il y avait mettre à genoux, mais je suis cette voix. Comme je te disais, c'est génial. Non, mais c'est le principe, tu vois. Dans un restaurant avec 2 plats de rose. Il avait comme ça 2 plats, il a fait un coup de pied sur ma tête, je l'ai signé sur une table, sur l'histoire à lui. Avec soi, on regarde pas marcher, donc je vais autour du bureau. My friend, il avait les yeux, il dit, non, un petit close-up parce que mes parents, ils ont dit, vous êtes mes copains, je suis le punching ball, je suis Norris. Mon père s'est fait, tu sais, genre, ah, votre fils. Ça marche pas, ça marche pas problème, c'est la même. Et alors, je mets comme ça, et il me dit, my friend, please sit down. Why are you crying? This is not, it's only for movies. I'm linked to the war in Israel. I saw some young children being killed, and the war, and this and that. Je dis, oui, mais moi je comprends, excusez-moi, mais c'est tellement, pour moi, c'est tellement important. And the movies, for me, so important. Et en plus, je parle son accent. Parce que ma gueule, parce que je veux qu'il me comprenne, important for me, movies, et puis je dis plus rien, et il fait, do you want some milk? Je dis, oh, thank you so much. Yes, I would like milk. Do you want some cookies? Cookies. Je dis, yes. Gary, bring me some milk and cookies for my down. Avec mon ventre, tu vois avec mon lait, et puis elle regarde, et moi je comprends, elle touche, je sais pas ce qui se passe, Gary, bring me Glasgow. Je comprends avec toi, Glasgow. Et on m'a même un script qui s'appelle Glasgow. Et comme ça, le script, son ventre est sensible. You want to be a star, I'll make you a star. Et mais l'autre, le script là, et moi là, c'est Bloodsport.
quel rôle je joue? You were gonna play the lead. Wow. Ouais. Tu as le green card. Je dis, merde, il y a le travail. Il y a le green card. Il y a le lawyer. Je dis, mon gars, j'ai toujours dit pour lui. It's a $25,000 every picture deal. À l'époque, 25 000. Wow. C'est bien. Acteur, mais merde, ma carte verte, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le temps de parler d'anglaise. Ouais, avec quelqu'un, c'est jamais pour les papiers. Merde, c'est de la merde, quoi. Et alors, je trouve un avocat, un mec qui s'appelle Monsieur Barat. Je dis, écoutez, on m'a signé à la Canon, je trouve un bien d'avocat. Mais une fois que tu as été signé, Canon, j'étais. Et alors, il y a Menaren, je lui mets en contact l'avocat, et je me m'énerve pour le papier plus tard. Donc, déjà, il commence le deal. Et l'avocat demande, I want $30,000, and then I want a check for $45,000, il va négocier une négociation avocat parce qu'il prête 5% en commission. Et là, avec mon téléphone, la campette, qui m'envoie un message, je prends un message, je téléphone à quelqu'un, my friend, the deal is off. Hein? Il fait comme ça, the boat is gone. Oh, je téléphone avec. What's the problem? He said, your lawyer is a cheater. I told you 25. I know you want 25, 35, 45, 55. This is a scandal. I said, stop. You're for sure it'll be 25. Let me come back to you today. Good, call me back. Et je vais à l'office d'avocat, jamais à l'office. J'ai passé, heureusement, il n'y a pas eu le sous à l'époque. Je prends le mec par le cou, je vais comme ça, j'ai une poupée comme la canette. Je te rends tout l'argent. Les 25 000, mais téléphone maintenant, et sois sûr de faire un ménage en moi, il dit que je fais le film. Hein? Oui, ok. Et j'ai cru vraiment. Il l'a vu dans mes yeux, je suis un gamin de. Là, j'avais 16 ans, mais je me souviens, mais je ne sais pas tuer, mais je dis. À force de, je sais pas, d'essayer de dire qu'il y a 5-6 ans, on en a marre. Alors, il téléphone, et le deal est fait. Tu vois, le deal était fait. Et alors maintenant, c'était les papiers, merde. Et après, on me téléphone, et le film est suspendu pendant 6 mois. C'est horrible. Vous savez, des mecs que j'ai 6 mois. Et t'as un mec qui doit agréer, c'est Franck Dux. Le mec qui met le cacao en 2 secondes, 1 seconde. Déjà, pour se lever d'un ring, il y a le haut du ring, ça prend 3 secondes. C'est un drôle de gars, un peu un mytho, tu vois, Franck Dux. On fait un show de mec. Et je dois aller dans son club, et je dois faire du sparring avec les combattants. Il met des mecs contre le mur, ils doivent m'approuver en attendant entre 6 mois. Il faut qu'il m'approuve parce que l'histoire, c'est l'histoire de sa vie, parce que. Ouais. Et alors, il met des mecs dans sa salle de karaté et me demande de faire du sparring avec tous ces mecs. Mais les gens, les coups de poing et tout. Et je faisais des trous dans les coudes. Un qui tombe, next, deux qui tombent, stop! And he fought like me. Alors, le mec, j'ai dit, tout mon chaos parce qu'après, il dit ça. Les gens étaient bons, j'ai pas de pantalon, et ça t'a plus vite, et alors, je suis arrivé au milieu, il n'a jamais vu ce genre de coup de pied. Et alors, Franck Dux, il quand même un il dit, j'approuve, le mec est super, et puis j'ai rencontré le producteur, Marc Dessal, 6 mois, je repars alors chez mes parents. Je vais à la Côte d'Azur à Menton, mais c'est Menton à côté de Monaco, c'est le dernier village avant Ventimille. Et là, on me téléphone, on me dit, c'est prêt. Et les papiers, j'avais travaillé sur le papier, immigration, et il me dit, ça se fait à Hong Kong. Il faut les papiers. Ah, c'est bien. Ah oui, là, passeport belge, je peux travailler à Hong Kong. Ah mais oui. Oui, en Amérique, il faut permis de travail, tandis qu'à Hong Kong, un Belge, un Français, ça travaille demain. Maintenant, il faut rester 3 semaines à cause du Covid. C'est chiant, quoi. Mais bon, c'était Hong Kong. Donc, je fais, et là, à Glasgow, j'ai tout mis, les coups de pied, tout ça, les Mac, les chemins de Mac, tout ça, enfin, tout dedans. Et le film est revenu à Los Angeles.
Et je l'ai vue, elle était très mal découpée. Ah oui, De toute façon, elle est à 360, et puis que son visage. Pour découper, donc ils voient le mec qui fait tout seul avec un grand plan, et ils n'ont pas de boulot. Ils me découpent en morceaux, et moi je sors dans l'air. Ça m'a pris 20 ans pour faire des côtés comme ça, moi j'en ai pas. Et à mon copain chez Don qui écrit le film, il était mort. Pourquoi il dit parce que j'ai un autre film aux Philippines pour un truc de $5 000, un truc bidon. Il dit reviens vite d'un coin que ce que tu as créé, t'es mort quoi, les gens regardent ton film. Un, il n'y a pas d'histoire, et deux, tes combats c'est dégueulasse. Je reviens en avion, je vois le film, je tombe par terre, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait mes coups de pied, j'ai fait mes plans, je savais que la caméra était low angle, mais je savais exactement, j'ai vu sur le vidéo assist. Tu as une caméra, le vidéo assist, tu vois ce que tu tournes, c'est Jerry Lewis qui a inventé ça, le vidéo assist. Ouais. Et alors je vois ça, je vois le coup de pied, et je vais à l'office de la reine, je mets la reine. Non, c'est pas quoi. Please. Let me cut the movie, please. It's badly cut. I've seen the movie, it's a piece of shit. Il n'a pas dit star, I was right since the beginning. Je ne serai jamais une star, j'avais raison depuis le début. J'ai dit non, s'il te plaît, c'est mal découpé. Et il m'a donné la chance de découper le film à la nuit. Et moi, je t'ai reparti les musées de la journée. Et j'avais un éditeur, Bud Smith, pas Bud Smith, un autre gars, mais il avait découpé la tour infernale. Il avait gagné un award. Et on a découpé ensemble. Mais je connaissais les angles, les coups de pied, parce que c'était ma vélocité. Et il m'a bien compris, on a mis ça ensemble avec doublé, triplé, tout ça. Menarem a vendu le film en France, il y a quelqu'un qui l'a acheté, son nom c'était Sami Hadida, parce que son papa lui a dit fais attention, j'ai vu ce garçon dans un film qui s'appelait Karaté Tigre, ça serait une grande star, achète bien tous ces films. Son père a passé Heaven, au paradis, et son fils m'a acheté, et aussi en Malaisie on m'a acheté. Alors je téléphone à Sami Hadida, je dis écoute, si tu demandes théâtre, oui, je t'ai acheté pour le théâtre, mais je viens à Paris et je fais ce que tu veux. Je fais les plaquettes, si tu veux, sur les Champs-Élysées, je fais tous les shows TV, je fais tout ce que tu veux, comme ça, le film il ouvre bien. Et j'ai fait la même chose en Malaisie. Et si le film est numéro 1, à l'époque c'était un rêveur, numéro 1 en France, et en Malaisie aussi, j'étais en Malaisie, mais dans un magazine qui s'appelle Le Variété, et le Hollywood Reporter, c'est comme le film premier en France, et tu mets un grand commercial. Merci, Manarem, tu m'as rendu une star en tout petit, j'en fais une banda. Je vais tout pouvoir continuer le second film. Et alors, donc, ces deux films ont fait un succès total. Et Bloodsport a ouvert numéro 1 en France, et en Malaisie, on a fait des démonstrations et tout devant les gens, j'ai fait les TV et tout. Et ces deux films ont fait. Alors, Manarem, du coup, il a tout arrêté les vidéos, il a tout retiré du marché. Il a ressorti Bloodsport dans toutes les salles de cinéma, en Allemagne, en Angleterre, et les salles en Amérique et tout, parce qu'il a d'abord vu voir comment ça se faisait à Paris, mais il n'avait jamais vu le second découpage. Et du coup, alors, j'avais signé 2-3 films en attendant, et il fait My Friend, The Iron is Hot, non, il gagne et puis c'est parti, Madame est devenue une star. 2 secondes, je reviens. Il y a mon agent qui dit, t'as fini là, c'est fini. Hein. Là, tu dis après, ta carrière a démarré, puis c'est fini, mais en réalité, là, ça m'a fait commencer. Quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est ça. Non, attendez, avant de finir. Il faut croire en soi. Il y a 7 paliers dans la vie. Il y a la logique, être logique. You have anger. Anger, c'est être fâché. You have grief. Grief, c'est être sad, être triste. You have jealousy, être jaloux. You have l'envie. Et puis tu as la peur.
et puis tu as l'amour. Ça, c'est les 7 lignes de la vie. Donc il faut d'abord savoir ce qui est logique pour vous. Il ne faut pas être fâché d'apprendre qui tu es. Tu vois, c'est très important. Ni être sad d'apprendre qui tu es. Il y a ce mix d'émotions entre vous-mêmes. Et puis il ne faut pas être jaloux des autres. Il faut être envieux. Et puis tu commences à avoir peur de ne pas savoir tenter ce succès, de ne pas avoir prendre cet obstacle. Et puis tu as donc love, tu as tout réussi. Mais tout, à la fin de la journée, tout se fait à cause de l'amour. Si tu as l'amour pour quelque chose, tout se fait grâce à l'amour de quelque chose. Il faut aimer vraiment avec tout son cœur, parce qu'il n'y a aucun chemin à dire comment je suis, comment je parle, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait grand écart, ça n'a pas marché, mais j'ai écouté cette voix interne et tout ça. Et tout s'est fait grâce à l'amour. On a tous les chemins vont à Rome. Il y a des sentiers, des autoroutes, mais tout le monde peut aller à Rome, tout le monde peut aller à la Mecca, comme je dirais, pour être égal, tu vois, mais il n'y a pas de. J'ai pas envie de mettre les religions dedans parce que moi, je suis bien. Alors, il y a une chose très importante. Pourquoi Van Damme est devenu un peu plus intelligent que certaines personnes? Comme j'ai quitté l'école très jeune, et puis à un certain moment, j'ai eu ma carrière dans le sport, puis les films. J'en ai fait une centaine de films avec des shows TV, c'est quand même beaucoup, en entier. Donc j'étais partout dans le monde entier, parce que les acteurs, à l'époque, ils avaient peur de voyager. J'étais au Kazakhstan, au Pakistan, dans tous les pays East, West Africa et tout ça. Et donc j'ai vu beaucoup de monde et je suis devenu très international. Et aussi, c'était le moment où il y avait la VHS. Alors, à cette époque-là, il fallait louer des cassettes, et c'était en retard, il fallait payer l'admission. Donc, il n'y avait pas. Je suis devenu une star qu'on n'a pas oublié, c'est pas grâce à moi. C'est grâce aux cassettes. Parce qu'il y avait le père, allez, on fait une soirée Van Damme, allez, on fait une soirée Stallone, on fait une soirée Arnold Schwarzenegger. Donc, il y avait le père avec les enfants, il y avait la télé, il y avait cette ambiance de famille. Aujourd'hui, tes enfants, ils montent en haut et ils t'envoient par portable phone, I love you, avec des petits bisous. Et nous la vieille génération, on croit que c'est pas normal, mais en vérité, c'est normal pour eux, on les a mis dans ce monde-là. Donc si tu reçois un petit bisou, le petit cœur de ta fille au téléphone, ben, tu fais pareil. Et pour elle, c'est la même chose que de. Et ça, on ne comprend pas, on a la vieille génération. Ça, c'est une chose, c'est très très important. Donc, j'étais dans ce monde de cassettes où il y avait la soirée Van Damme, comme on dit. Et alors, c'est pour ça que je suis resté un culte, si tu veux. Tu vois, donc, c'est pas vraiment. C'est une chance, c'est une période où j'ai de la chance, tu vois. C'est une chose. Et alors, on avait eu autre chose. Ah oui, alors donc. Il y en a marre d'Hollywood parce que, maintenant, j'ai fait tout. Hein. J'étais grand, je suis tombé dans la catastrophe, je suis tombé vraiment dans le plus fond, pas là, mais vraiment dans la profondeur, la tristesse et tout. Et j'ai connu des gens d'un monde différent, que si je vois ces gens-là qui souffrent, je sais comment m'adapter et comment leur parler. J'ai connu le high et j'ai connu de l'eau. Et puis j'en avais marre de tout ce Hollywood bullshit, tous ces acteurs qui restent ensemble. Et, oh lui, ils commencent à parler de tout, je ne sais pas comment le mec, parce que sportif et tout. Et j'ai décidé de casser Hong Kong. Quand j'ai fait le sport, j'avais un rêve d'acheter un appartement à Hong Kong. Parce que pour moi, Hong Kong, c'est super. La vie à Hong Kong, des gens, c'est cosmopolitain. Ils disent pas, oh fuck yourself, ils ne font pas tout ça, ils sont très zen, la nourriture est délicieuse, française, italienne, anglaise, I like white funk, les massages, la journée, la nuit, les chauds, les froids, comme la salle de sport que j'aime ouvrir à Paris, comme en Chine, tu vois, truc super. Et alors, j'ai dit, j'avais l'argent, j'ai pu acheter un appartement en Hong Kong, au 75e étage. Donc je vois les voitures, elles sont grandioses. Tu n'entends pas les bruits. Parfois les nuages sont plus bas que mon balcon. C'est incroyable. Une voiture comme ça, et tu n'entends pas le mec. Tu sais, tu vois les travaux là. Et Marco Piquet fait la musique. Et alors, j'ai Hong Kong. Et alors, que je ne viens pas là, effectivement. Ah ouais. Et à Hong Kong, qu'est-ce que je fais?
mec qui n'a jamais connu rien, hein. J'ouvre, ça s'appelle un computer, et j'appuie sur YouTube. Et là, je commence à éponger ce que j'ai envie d'apprendre. Donc, l'histoire humaine, d'où on vient, le supercomputer, weather forecast, biologie. Et j'ai commencé à apprendre de ce qu'on sait maintenant. Donc, ce qu'on devait apprendre à l'école de 9 ans, 10 ans, jusqu'à 16, 17, 18 ans, et j'étais pas là. J'ai fait mon sport, j'ai vendu des fleurs, j'étais dans la rue et tout ça. Et à l'âge de 40, 38, 42 ans, 42 ans, pendant 8 ans, je me suis enfermé en camp, café, de temps en temps une petite cigarette, un cigare, jour et nuit, et j'ai aspiré. De YouTube, j'ai aspiré les choses que j'avais envie d'apprendre, hein, pas comment coller des avions, vraiment des trucs intéressants. Et c'est pour ça, quand je vais en télé, j'ai les fréquences, on aura bientôt des via plasma, parce que le plasma est important. Le plasma, c'est la chose qui est entre nous qu'on ne voit pas. C'est la chose la plus prête de ce qu'on appelle Dieu. Le plasma est dans l'univers, et sur le plasma flotte la voie électromagnétique. Et sur ça, on peut avoir le téléphone portable à distance. Ça, c'est une longue histoire à expliquer, mais j'ai appris toutes ces choses de science, et tout ça grâce aux fréquences. Et je me suis dit un jour, tiens, les fréquences, par exemple, as a coincidence, si on accélère, et ça a été découvert avec un sous-marin, si on accélère la voix de l'être humain 20 fois plus vite, tu sais entendre le sonar des baleines. Donc chaque species, ils ont des fréquences différentes. Et aussi, les fréquences visionnelles, à l'époque, je me suis dit, tiens, si on sait avoir des fréquences vocales, un jour on aura la capacité de compresser des fréquences d'image sur la voie électromagnétique. C'est la jambe qui dit, on se casse. Non, attendez ça maintenant. Et c'est pour ça qu'en 2001, j'ai pu dire à la télé qu'un jour, on pourra voir, on aura les téléphones sans câble, et on pourra voir donc des choses comme ça. C'est une chose. Et donc je me suis éduqué avec YouTube pendant 8-9 ans, et je suis devenu vraiment sportif, et en même temps, je peux me parler de tout, de questions, religion, biologie, supercomputer, petaflop, tout ça. Un petaflop, c'est comme un computer. Les computers, par exemple, de nos jours, les supercomputers, il ne faut pas. Un petaflop, c'est équivalent à 3 billions de pensées en moins d'une seconde. Il y a des computers comme le Tahula Computer en Chine qui ont 175 pétaflops. Donc c'est 3 billions multipliés par 175. Alors imaginez, quand vous demandez aujourd'hui une question à un supercomputer à propos de la race humaine, de nos génétiques et tout ça, ils vous répondent des choses que vous n'avez pas d'idée. Donc c'est pas ce qui se passe pour l'instant dans ce monde-ci, et je ne veux pas en parler, mais de nos jours, avec la science et les supercomputers et les artificial intelligence, what's going to happen on this earth, it's amazing. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très très attention à la nature. Vous n'avez aucune idée pour l'instant comment la Terre est en danger. Et il faut faire un effort pour vraiment conserver les arbres, les animaux, parce qu'on est vraiment parti, comme on dit, on est parti en couille. Ça, on verra, il faut faire très attention. Et alors, il y a une chose avant que je parte, c'est important, comment est-ce qu'on peut être vraiment près de Dieu? Ou comment est-ce qu'on peut vraiment être responsable des actions? C'est très facile. C'est vraiment, c'est stupide, mais c'est facile. On est combien? On a 7,5 millions sous la terre, 8 millions, parce que les gens sur la terre n'ont pas de passeport dans les montagnes et tout. On est 8 millions. Et bien, ce que tu fais dans la vie, disons que j'ai un papier, et je vais le mettre dans la poche, et après je vais jeter la poubelle à la maison, comme ça, ça reste propre. Ou j'ai un papier,
Et je jette, Lolita. Et j'ai un papier, ça fait pas maintenant, j'ai un papier et je jette par terre. Il faut répéter tes actions par le nombre de gens qu'il y a sur la terre. Donc si tu jettes une cigarette par terre, tu la multiplies par 8 billions et tu penses différemment. Si tu es une vieille dame à traverser la rue, arrête ta voiture, tu guettes, ça va durer 10 secondes, et tu dis, il y a 8 billions de gens qui font la même chose en même temps. Alors si quelqu'un c'est un animal et ça se multiplie par 8 billions, répétez vos actions par le nombre de gens qui sont sur la Terre, et vous aurez une vue complètement différente de la vie. C'est génial. Elle a été trouvée dans un centre de café. Elle a été abandonnée. Elle avait des mamelles gonflées, donc on en a fait. Elle a produit des enfants. Et après, je ne sais pas pourquoi on l'a abandonnée. Et j'ai rencontré Lola dans un centre de café. Et maintenant, c'est ma girlfriend. Elle sent vraiment, elle est très sensible. Donc, plasma, dog, monkeys, human, birds, plasma existe. Et elle sent vraiment que je suis heureux. Il y a mon cœur qui bat. Je vous sens parce que je suis émotionné. Je ne sais pas si j'ai trop envie de parler, trop lentement parler. Au top. Vous êtes tous aussi spécial que moi. Si je mets le microphone à cette jeune dame, ou à ce monsieur, ou à ce jeune homme, on a tous une histoire formidable à raconter. Moi, j'ai de la chance d'avoir réussi dans le cinéma, dans les médias, donc j'ai de la chance de m'exprimer. J'étais énormément occupé. Tu m'as fait un cadeau. Mais vous êtes tous tellement spéciaux. Je vous remercie pour ces années de m'avoir supporté, mais vraiment, quand je dis ça, c'est du fond du cœur. Vous avez tous une histoire, et moi j'ai la chance d'être ici, et vous, la malchance d'être là. Mais parfois, j'aimerais bien être là, et vous ici, ça me ferait plaisir que tout le monde vienne à son tour un peu s'exprimer, et je m'excuse pour ça, quoi. Mais c'est magnifique.
Le dernier mercenaire sur Netflix, 50 millions de vues. C'est un grand malade, bravo. David Charon, on fait pas ici. Merci beaucoup. Thank you so much.